Donc, ce soir, alors Claire Élise est nouvelle dans ce club de lecture, mais bon, on se connaît un petit peu puisqu'elle a fait une formation hein, avec moi. Le principe, Claire Élise, c'est très simple, c'est qu'à tour de rôle, on s'exprime sur ce qu'on a pensé du livre en question. Moi, j'interviens à la fin pour ajouter un petit peu l'élément écriture, donc la lecture d'un livre à travers les yeux d'un écrivain. Voilà, il y a la lecture divertissement, lecteur qui prend plaisir, et puis la lecture de l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette œuvre lorsque soi-même on écrit? Et puis ensuite, bien sûr, tout le monde peut intervenir, rebondir les unes sur les autres sur ce qui aura été dit. Voilà. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de commencer en premier? Je veux bien commencer. Ok, on écoute Isabelle. Je m'éloigne un peu, il y a trop de soleil. Alors, j'ai beaucoup adhéré, en gros, au début et à la fin du livre. Et pour tout le corps du livre, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai eu des je sais pas comment l'expliquer. Il y a des moments, je trouve qu'il y a comme des sortes de fulgurances, humaines, lyriques, que j'ai beaucoup appréciées, mais j'ai eu du mal. Déjà, j'ai eu du mal, il a fallu quand même que je lise, des aspects historiques pour bien comprendre le positionnement des forces, parce que c'est particulier. À cette époque, juste à Shanghai, là, c'était complexe pour moi. Ça m'a aidée. Malgré tout, tout le corps du livre, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile. Enfin, la lecture était difficile pour moi. Voilà. Et de nouveau à la fin, je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'ai trouvé de nouveau que c'était. Enfin, j'ai beaucoup apprécié la fin et le début. Le début, on rentre dedans avec le pied, hein. Je trouve que cette scène, elle est vraiment, elle est belle, quoi. Enfin, elle est étonnante et la fin aussi et au milieu, vraiment, parfois, je m'accrochais. Voilà. Merci Isabelle. Très bien résumé, très bien résumé. En tout cas, tu t'es accrochée Oui, malgré. toujours, Et, toujours. toujours, c'est un principe chez Ouais, toi? oui, D'accord, c'est ça, je sais pas, dans ma vie, j'ai beaucoup lu, c'est exceptionnel que j'arrête, vraiment. Je m'accroche toujours, toujours, toujours. Je me dis d'accord. toujours, bon, il faut regarder l'ensemble, ça a du sens, pour l'auteur d'avoir, écrit ça comme ça, il faut tenir. Voilà. Parfois, jusqu'à la fin, je reste déçue, mais toujours. D'accord. Donc ce n'est pas un aspect en particulier qui t'a fait te dire il faut que je m'accroche. C'est un principe de base chez toi de terminer le livre quel qu'il soit. C'est un principe de base. Après, c'est une période justement, complexe, trouble, qui laisse présager, beaucoup de choses historiquement, donc c'est intéressant, hein. C'est ça aussi qui fait, puis il y a toute l'épopée humaine, les combattants, pourquoi ils combattent et tout ça qui est intéressant, mais je sais pas si c'est l'écrit, je sais pas, il y a des moments vraiment j'ai trouvé ça difficile à lire. Ok, ok, très bien. Merci pour ton partage, Isabelle. Euh, qui d'autre? Ben, je veux bien me lancer. Ok, on écoute Claire-Élise. Ben, en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Isabelle. Moi, je l'avais lu quand j'avais, je sais pas, 16, 17 ans, quand j'ai fait mon bac. Et j'avais presque trouvé plus facile à l'époque qu'aujourd'hui. C'est très bizarre d'ailleurs. En fait, tout est tellement intriqué, tout est tellement mélangé, tous les thèmes, les gens, tous ces dialogues dans tous les sens. C'est vraiment pas évident et je me suis aussi un peu accrochée. J'ai passé certaines pages, je dois dire, je suis moins assidue, je pense. Mais c'est les thèmes en fait qui me plaisent beaucoup. La manière dont ils traitent les thèmes et notamment le ton. Je trouve que le ton est un personnage finalement en soi. Autant ils sont pressés
de faire cette révolution, je sais pas, d'agir en fait. Et puis en même temps, il y a tout le temps une attente, tout le temps. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette notion, mais sinon c'est très dur, j'ai trouvé comme bouquin. Et pourtant, il a quand même reçu le prix Goncourt, donc ça doit être un bouquin absolument génial, mais j'ai trouvé difficile aussi, en fait. Voilà. Ok, d'accord. On pourra ensuite, hein, vous pourrez réagir à nouveau quand tout le monde sera passé, mais ok, je note quelques petites infos pour pouvoir rebondir justement. Très bien, merci Claire-Élise. Bon, bah du coup, hein, on n'est pas très nombreuses. Fabienne, est-ce que... Ah, Nolwenn a levé la main, donc c'est parti pour Nolwenn. Alors, je vous rejoins sur la complexité du livre. En fait, j'aurais du mal à dire si j'ai aimé ce livre parce que je l'ai trouvé tellement sombre. Et moi, sur la complexité, par moments, ce qui m'a gênée, c'était la syntaxe des phrases à rallonge avec beaucoup d'incises, ce qui fait que j'ai dû en relire certaines 3-4 fois. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il veut dire? Et aussi sur la construction des dialogues, autant certains étaient très bien, mais en fait, ils se plaçaient tellement sur le plan philosophique par moment que je trouvais que les dialogues manquaient de naturel. Et par moments, j'ai eu le sentiment qu'on n'entendait plus la voix du narrateur, mais celle de l'auteur qui voulait tellement faire passer son message qu'il en oubliait de donner corps, de donner du naturel à ses personnages. Je ne sais pas si mon impression est erronée, enfin bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Sur le message, si je l'ai bien compris, en gros, il explique que être un être humain, c'est globalement souffrir, être angoissé par la vie et par la mort. Et donc, sa solution, c'est de trouver un sens soit à sa vie, auquel cas, à un moment donné, il dit il faut s'orienter vers l'amour, que ce soit l'amour pour son enfant ou pour son conjoint, ou même l'amitié. Je pense quand on évoque la relation entre Kyo et Chen, qui était très proche. Donc c'est soit l'amour, soit l'intoxication, puisqu'on a quand même deux personnages, et notamment Gisors, qui sont des fumeurs d'opium. Et si on ne trouve pas de sens à sa vie, il faut en chercher dans la mort, en tout cas faire en sorte que son sacrifice ne soit pas vain, pour reprendre les termes qui sont appliqués au sacrifice de Chen. Donc j'ai trouvé que c'était quand même très, très sombre. Et donc j'ai également eu un peu de mal à comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. J'ai dû faire quelques recherches parce que c'est une période de l'histoire que je connais peu, donc j'ai dû me familiariser avec certains termes, également avec le déroulement des événements historiques, ce qui n'a pas facilité ma lecture. Mais comme disait l'intervenante précédente, c'est vrai qu'il y a des fulgurances par moments, des phrases qui sont magnifiques. Et à d'autres moments, la lecture m'a paru extrêmement compliquée. Ok, merci Nolwenn pour ce partage très riche. Je note quelques petits mots aussi. Très bien. On va écouter du coup Fabienne. Martine Ligne nous a rejoint. Bonsoir. Voilà, on vient de commencer et on va écouter Fabienne qui a réussi à rallumer son micro. Super. C'est ça, je n'arrivais plus à rallumer mon micro. Donc moi j'ai été mauvaise élève cette fois-ci parce que je n'ai pas fini le livre par manque de temps, hein, pas par. Je l'aurais fini volontiers, mais c'est un manque de temps. On est en train d'acheter une maison là au Canada. Ça fait 15 jours, j'ai plus le temps de lire en fait.
Donc voilà. Il m'en restait néanmoins pas beaucoup. Donc j'ai trouvé également, je partage l'opinion de tout le monde sur le fait que la langue était difficile en fait. En effet, il y a des fois, je lisais, puis je me disais, oula. Et également sur les dialogues, certaines fois, je me demandais qui parlait. Je me disais, oh là là, mais attends, mais c'est qui dit ça? C'est en fait, et j'étais obligée de, ça me demandait vraiment, plusieurs fois, ça m'a demandé des relectures en fait pour arriver à comprendre qui parlait. Voilà, après, j'ai eu besoin également de faire pas mal de recherches sur l'histoire, malgré le fait que j'ai vécu à Shanghai et que j'ai suivi un cursus d'histoire pendant mon passage à Shanghai sur l'histoire de la Chine. J'ai du mal à dire que j'ai aimé ou pas aimé ce livre-là. Je suis assez partagée. Il y a des moments où j'ai décroché. J'ai trouvé que c'était laborieux quand même comme lecture. Je pense aussi qu'il y a mon rapport à la Chine, un peu les derniers temps en Chine, pendant le Covid, ça a été très très dur. Donc la Chine est un peu encore là. Donc je pense que il y a ça, une espèce, le fait que ça parlait de la Chine, c'est pas forcément un sujet sur lequel j'avais envie de lire actuellement. Donc voilà, peut-être aussi que j'ai pas été au bout à cause de ça. Je pense que je le finirai, hein, mais voilà. Après, j'ai trouvé que il était extrêmement bien écrit, mais je sais pas, presque comme si la langue était trop riche et que du coup, ça me demandait vraiment des efforts par moment pour vraiment tout, être sûr d'avoir tout bien compris, quoi. Entre le contexte historique et la richesse de la langue, voilà. Voilà. Sinon, bah, après, en effet, c'est un univers très sombre et je pense que cet homme est hanté par la mort, en fait. Et donc, oui, c'est très sombre. Ce côté-là, moi, j'aime bien. Donc ça m'a plutôt intéressée. Ce côté sombre m'a assez intéressée. Voilà. Voilà ce que je pourrais en dire. Ok, Fabienne, je t'invite quand même à le terminer parce que la fin est quand même très belle, hein. Voilà. Je reviendrai sur tout ce qui a été dit, mais s'il y a une chose qu'il faut lire dans ce livre, c'est la fin. Je vais la lire. Ok, alors Martine Ligne nous a rejoint entre-temps. Donc on a déjà écouté Isabelle Nolwenn, Claire-Élise et Fabienne. Donc Martine Ligne, si tu veux prendre la parole pour nous dire ce que tu as pensé de la condition humaine, la parole est à toi. Alors, il faut rallumer le micro, par contre. Allume le micro et Voilà. je pose mon monstre. Allez. Oui, ben je suis d'accord avec Fabienne, c'est-à-dire que c'est très riche, c'est extrêmement riche la langue. Et je me suis posé la question de savoir si on était. Il me semble qu'on est plus habitué à une telle richesse de la langue et du vocabulaire. Et effectivement, ça demande un effort constant. Il y a ces personnages, donc en gros, c'est 4 conditions. Ces 4 conditions humaines qui sont là et qui s'embriquent les unes dans les autres. Il y a effectivement la mort qui est omniprésente, mais pour moi, il y a autre chose, je ne sais pas comment le dire. Il y a aussi l'amour, il y a aussi les alibis que l'on prend, les alibis que l'on se forge, par exemple, quand on est dans une idéologie, pour aller jusqu'au bout. À un moment donné, j'ai eu l'impression, il parle c'est Chen qui parle de mystique. Et la description qu'il fait justement de cette mystique, ça m'a fait penser à l'État islamique.
totalement. Enfin, pour moi, hein, dans cette logique de guerre absolue, fanatisme absolu. Et il y a plus que ça. Et c'est presque une martyrologie, en fait, si on regarde le fond des choses. Bon, après, il y a la position de la femme, qui n'est pas l'européenne, en tout cas, c'est pas ça. Les chinoises, à mon avis, non plus. La condition des ouvriers, c'est loin d'être idéal. Et il y a aussi cet Européen Ferret, c'est ça, qui est lui le comment? Ferral, qui lui est il est le symbole du colonialisme, quoi, pur et dur, et puis il finira par tout perdre. Et son échec, c'est aussi son échec personnel, mais en même temps l'échec du colonialisme. Alors, est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé le rythme, j'ai aimé le vocabulaire. Je ne peux pas dire que j'ai aimé la guerre, ni les descriptions qui ont trait à la guerre, mais un peu, ça m'a fait penser un peu, je ne sais pas si vous connaissez Le cul de Judas d'Antonio Lobo Antunes. Et c'est un peu ça, c'est un roman de chair et c'est un roman de sang. Et pour moi, ça transparaît tout le temps avec cette condition d'homme qui finalement reste en deçà de ce qu'il voudrait être. Bon, puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci Martine Line. Je note la dernière phrase qui m'a beaucoup plu. Très bien. Alors, Karine, qui a réglé ses soucis, est-ce que tu nous entends du coup? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous entends, mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je me connecte sur Skype, il ne me prend jamais les bons paramètres audio, en fait, de haut-parleur. Donc, à chaque fois, je suis obligée de les faire tous un par un pour trouver le bon. Donc là, je vais essayer de le mémoriser parce que je fais le coup à chaque fois. J'en ai marre. Donc, bon. Désolée. Bonjour à tous. Oui, alors du coup, tout le monde est passé déjà. Hein, donc, la parole est à toi sur la condition humaine, ce que tu as pensé de ce livre. Alors, déjà, je vais commencer en vous disant que je ne l'ai pas terminé. Il me reste une centaine de pages parce que ma librairie était fermée au mois d'août et que j'ai été livrée. Je l'ai eu il y a 3 semaines, donc j'ai pas eu le temps de le finir. Donc c'est bien, moi, j'ai pas été spoliée sur la fin du livre. C'est cool, je suis arrivée au bon moment. C'est bizarre comme parfois j'arrive à rentrer dedans et parfois absolument pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une période historique où je suis totalement méconnaissante sur cette partie de l'histoire et sur cette zone géographique sur l'histoire de la Chine. Et là, en ce moment, je suis en dualité parce que j'ai envie de savoir la suite. Et en même temps, parfois, j'ai des longueurs dans l'écriture où c'est la première fois que je lis un livre où je m'autorise à pas tout comprendre lorsqu'il décrit quelque chose. Et du coup, c'est étrange, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire ça, parce que d'habitude, je relis, j'ai un besoin de comprendre, et en fait, je m'aperçois que c'est pas grave si je comprends pas tout, c'est peut-être autre chose, et en fait, je suis en train de découvrir une autre manière de lire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est extrêmement perturbant. Je sais que j'ai eu la première scène m'a captivée sur la scène du meurtre. J'ai trouvé ça hyper poignant et hyper vrai, alors que bon, je n'ai tué personne. Voilà. Et il y a des moments où en fait, je suis prise dans la lecture. Il y a des moments où j'arrive pas à me mettre dedans et j'ai pas encore identifié quoi, le quoi, comment. Du coup, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir la suite et peut-être que les moments où je suis pas du tout dedans, c'est peut-être quand je me sens dérangée quand il y a des scènes de guerre en fait. Je sais pas, c'est peut-être moi en ce moment qui ai un peu de mal avec ça et du coup j'arrive pas dans ces descriptions de scènes, je n'arrive pas
à visualiser tout. Et c'est là où je me dis, mais ça sert à rien, tu t'en fiches, c'est pas ça qui est important. Et du coup, je dois lâcher prise sur certaines choses. Et ça en fait, pour moi, une lecture intellectuellement extrêmement intéressante. Voilà. Du coup, j'ai pas entendu ce que vous disiez. Je sais pas si ce que je dis est en rapport avec ce que vous avez dit, mais voilà. Bon, merci Karine, tu pourras voir le replay. En fait, j'enregistre, je vous le dis maintenant. J'ai l'intention, mais il faut juste que je trouve le temps. J'ai l'intention de créer une plateforme Génial. où en fait les informations seront plutôt mises sur la plateforme et ne seront plus envoyées par mail. Et dessus, je mettrai, j'annoncerai les livres choisis évidemment, et donc les replays de nos échanges, je les mettrai également. Je ne sais pas quand ça aura lieu, mais c'est prévu, voilà, pour les semaines ou les mois à venir. Et donc, en tout cas, si tu le souhaites, Karine, je peux déjà t'envoyer le lien du replay de ce soir pour écouter ce qui aura été dit. Pareil pour Martiline qui est arrivée un petit peu plus tard. En tout cas, pour répondre à ta question, Karine, ce que tu as partagé fait écho à d'autres échanges de nos camarades. D'accord, ah bah ça va, parce que là, en fait, je suis dans une lecture totalement émotionnelle, en fait. C'est très bizarre. C'est extrêmement bizarre. Je ne pensais pas que ce livre me ferait découvrir une autre lectrice que je suis, en fait. Mais c'est très intéressant, je trouve, personnellement. Tu as très bien résumé en disant « je m'autorise à ne pas tout comprendre ». Voilà. Alors, donc je vais intervenir et vous pourrez bien sûr rebondir sur tout ce qui a été dit. Je vous rejoins complètement, ce n'est pas une lecture facile, La condition humaine d'André Malraux. Merci. Comme Claire-Élise, moi je l'avais lu à 16 ans. Wow. Parce que c'était au programme, j'étais en première littéraire et cette année-là, on devait lire toute l'œuvre de Malraux. À l'époque, les études étaient beaucoup plus exigeantes. Et en première, donc quand l'auteur était au programme, on lisait toute son œuvre. Donc on avait lu La condition humaine, Les conquérants, La voie royale, L'espoir, etc. etc. Et comme Claire-Élise, j'avais trouvé ça plus facile, en tout cas dans mon souvenir. Je ne me revois pas en train de souffler sur les longueurs. Je me souviens l'avoir dévoré, ce livre-là. Et c'est un phénomène qui est très intéressant parce que ça m'a fait la même chose, je l'avais partagé lors d'une précédente réunion, avec un autre livre d'un Russe, donc Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch, que là j'avais lu au collège et que j'ai voulu vous proposer, et quand je l'ai relu, je dis mais c'est pas possible, c'est trop difficile. Et donc ça c'est un vrai phénomène et j'aimerais bien savoir ce qui se passe concrètement, pourquoi est-ce que nos lectures de jeunesse, parce que honnêtement ce livre-là il est difficile et pour un adolescent, voilà. Mais effectivement, donc j'avais le souvenir que c'était vraiment un livre que j'avais dévoré et c'est pour ça que je l'ai proposé. Et lorsque je suis rentrée dedans, comme vous, je me suis dit mince, en fait, c'est très très complexe. Voilà. Donc, comme vous toutes, la scène d'ouverture, on s'en souvient, elle est mémorable, elle est captivante, on entre dedans, tout de suite on est pris dans les comment dirais-je, les tripes de ce personnage qu'est Chen, donc ça promet. Mais ensuite, assez rapidement, on entre dans cette écriture qui est très métaphysique, très philosophique et qui comporte des fulgurances, parce que lorsqu'on arrive à saisir la pensée de Malraux, là oui, on se dit, il se passe quelque chose. Mais ces moments-là sont entourés, sont enrobés d'une écriture qui n'est pas facile d'accès, qui est rendue encore plus difficile par effectivement le contexte historique, parce qu'on ne nous l'explique pas. Donc on doit rentrer dedans, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là presque cinématographique. D'ailleurs, l'écriture de Malraux est décrite comme telle. Voilà, donc je vous rejoins complètement. Néanmoins, exactement comme Isabelle, je trouve le début et la fin sublimes. Voilà. Et pour ça, ça vaut le coup de s'accrocher. Vraiment, moi, je suis contente de l'avoir relu, rien que pour la fin. Rien que pour je crois, les 30-40 dernières pages, qui sont des vrais moments de littérature où on s'en souvient des décennies plus tard. Alors,
ce qu'il faut savoir, c'est que Malraux, c'est pas un romancier. En tout cas, selon moi, c'est pas un romancier. C'est avant tout un penseur, un intellectuel, un philosophe même. Et donc, c'est vrai que du coup, ce livre-là, il comporte pas mal de défauts, j'ai envie de dire, en termes de narratologie. La première chose, c'est que, vous l'avez cité, plusieurs d'entre vous, les dialogues. Les dialogues sont extrêmement longs, ne sont pas indiqués clairement avec des incises, on n'a pas les 10 Chen, 10 Kyo, 10 Gisors, ce qui fait que quand on a des répliques très très longues, on a eu le temps d'oublier en fait qui avait pris la parole. D'autant plus que, comme l'a dit, je crois, Nolwenn, c'est vrai que parfois, dans les dialogues, on n'entend pas la voix des personnages. C'est une voix un peu commune pour tous, bien que parfois il y a cet artifice de l'accent qui est retranscrit pour Chen, par exemple, et pour Katov et un autre personnage. Donc là, ça aide un petit peu, mais malgré tout, les propos, la profondeur des propos et la manière de les dire, on a du mal à se dire que ça appartient à tel personnage. Voilà. Et c'est vrai que là, on se dit qu'en termes de dialogue, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réussi. Hein. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, Nolwenn, ce qu'on appelle l'intrusion de l'auteur, c'est-à-dire qu'à certains moments, la voix du narrateur et des personnages s'efface au profit de l'auteur, qui est là pour transmettre un message. Et ça, pour le lecteur, c'est difficile, en fait. C'est difficile parce que on perd le fil, tout simplement. Voilà. Néanmoins, ce livre-là, c'est quand même un classique, c'est quand même un chef-d'œuvre de la littérature pour, je dirais, la profondeur des thématiques. Donc, le titre nous met sur la voie, la condition humaine. C'est pas le titre aurait pu être La veille du massacre de Shanghai. C'est pas ça. Ce livre-là, c'est pas un livre historique. Et d'ailleurs, Malraux le dit, quand il reçoit le prix Goncourt, il fait un discours et il y a une phrase qu'il dit que j'ai notée pour vous. Voilà. Il dit « J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur en montrant quelques images de la grandeur humaine. Que ceux qui mettent leur passion politique avant le goût de la grandeur s'écartent de ce livre qui n'est pas fait pour eux. » C'est simple, donc c'est pas un livre sur la politique, c'est pas un livre d'histoire. Malraux n'est pas historien et il n'a jamais eu la prétention de l'être. C'est un livre sur l'humain, la condition humaine. Et c'est vrai que la mort est très présente, mais Malraux le dit ailleurs, c'est avant tout un livre en fait sur la fraternité. C'est un grand défenseur de la fraternité. Il déplore que dans liberté, égalité, fraternité, il manque bien souvent la fraternité, on a tendance à l'oublier, on milite beaucoup pour l'égalité, la liberté, mais la fraternité, ça passe à l'as. Or, ce qu'il dit, c'est que le vrai combat, c'est celui qui est mené de façon fraternelle, et je pense que c'est ça, avant tout, le but de son livre. Donc, entre les 4 personnages, on le voit bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, pour ce qui est du contexte historique, c'est vrai qu'il n'est pas simple. Je vais essayer de vous le résumer. Je ne suis pas non plus une pro, mais je connais un peu mieux pour m'être penchée sur la question. En fait, donc, ce qui est retranscrit dans la condition humaine, c'est cet événement qu'on appelle le massacre de Shanghai, qui est à l'origine de la guerre civile chinoise, qui va en fait mener à l'avènement du communisme. La Chine est un pays communiste depuis 1949. Et en fait, bien avant ça, avant que donc, la Chine devienne communiste et le reste, la Chine a été, comme bien des pays, mais on l'ignore souvent, sujette à la colonisation, sujette aux guerres. Il y a eu les guerres de l'opium, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les guerres de l'opium, où les Occidentaux sont arrivés, ont pillé, ont pris,
on détruit et on dit maintenant on va vous imposer en plus ce qu'on appelle les traités inégaux, c'est-à-dire qu'on veut des enclaves en Chine qui soient françaises, américaines, anglaises. Et donc c'est ce qu'on appelle les concessions. Hein, en Chine, il y a la concession française de Shanghai, il y a la concession internationale à Shanghai. Donc en Chine, il y avait des enclaves, hein, des quartiers qui étaient français, qui étaient anglais, qui étaient américains. C'est pour ça que Shanghai, dans les années 20-30, était très cosmopolite. Donc il y avait des Français, il y avait des Anglais, etc. Il y avait aussi beaucoup de Juifs. Je ne sais pas si vous le savez, mais 20 000 Juifs ont trouvé refuge à Shanghai, voilà, au moment de la montée des nazis. Donc c'est un contexte très cosmopolite. Au début du XXe siècle, en fait, la Chine n'avait pas de gouvernement central fort. En fait, c'était des factions militaires qui se faisaient la guerre. Là-dessus, le Kuomintang, donc Kuomintang, dont on parle beaucoup dans la condition humaine, dont le chef est Chiang Kai-shek, hein, c'était le parti nationaliste qui s'est allié dans un premier temps aux communistes, parce qu'ils avaient besoin d'être forts pour lutter contre les factions militaires, n'est-ce pas, pour espérer mettre en place un pouvoir, un gouvernement plus fort pour unifier la Chine. Et en fait, Chiang Kai-shek a dit, mais attendez, là, les communistes, ils deviennent un peu trop ambitieux et menaçants pour mon propre pouvoir, donc je vais les mettre à bas. Hein. Et pour cela, je vais demander le soutien des Occidentaux, hein, en leur demandant de ne pas agir, en leur demandant de financer notre parti. Donc voilà, grosso modo. Et donc, nos quatre protagonistes, Chen, Kyo, Katov et... Alors, Gisors, c'est le père, mais voilà. Ils sont communistes, hein, donc ils luttent. Ils ne savent pas au départ que le Kuomintang, que Chiang Kai-shek va se retourner contre eux. Et toute l'histoire, c'est justement donc eh bien, ce massacre quand les communistes sont voilà, mis à bas par Chiang Kai-shek. J'espère avoir été claire. Et donc, suite à ça, montée du Kuomintang, mais guerre sino-japonaise. Donc, pendant la guerre sino-japonaise, le Kuomintang refait alliance à nouveau avec les communistes. Enfin, on se dit, la guerre, c'est complètement dingue. Hein. Ils s'entretuent, et puis après, ils sont à nouveau copains, et puis après, ils vont se réentretuer. Les Japonais perdent, n'est-ce pas, Pearl Harbor, etc. Et donc, à nouveau, c'est la guerre entre les nationalistes Kuomintang et les communistes. Les communistes de Mao l'emportent. Chiang Kai-shek et le Kuomintang se déplacent, vont à Taïwan et proclament la République de Chine à Taïwan. Voilà pourquoi Taïwan est si problématique, hein, aujourd'hui encore, parce que Taïwan était chinoise jusqu'à ce qu'il y ait ce parti-là qui décrète que voilà, maintenant c'est nous, on crée un autre gouvernement. Et ensuite, il y a eu ce flou qui a perduré, qui fait qu'aujourd'hui, la situation n'est pas si claire que ça entre Taïwan et la République populaire de Chine. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que c'était à peu près clair. Hein. Je ne suis pas historienne non plus, mais c'est vrai que le contexte est pas simple. Hein. C'était de dire qu'en fait, les communistes et les nationalistes étaient alliés à un moment donné. Et ce que raconte ce livre, c'est le moment où les nationalistes se retournent contre leurs alliés. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, ce qui m'a intéressée, donc comme Fabienne, j'ai vécu à Shanghai, j'y ai vécu 13 ans. Shanghai, c'est une ville très importante pour moi. J'étais très curieuse de savoir si j'allais retrouver l'ambiance shanghaïenne, même si, bien entendu, on est presque un siècle avant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a jamais su si Malraux était effectivement allé en Chine ou pas. C'est un mystère qui demeure, il y a des études sur ça, voilà, parce que Malraux était un grand mythomane, donc en fait on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ce qu'il dit, en plus. Et donc en le lisant, j'étais très attentive aux détails, et il y a quand même 2 détails qui, pour moi, on ne peut pas les connaître si on n'a pas vécu en Chine. Voilà. Et ces 2 détails, c'est au début du livre, à un moment, il décrit
une scène où je sais plus si c'est Chen ou Kyo qui arrive dans une pièce où il y a d'autres personnes et il dit qu'au sol, il y avait des graines de tournesol. Voilà. Et ça, voilà, on doit avoir vécu en Chine pour le savoir. C'est-à-dire que les graines de tournesol qui sont mangées comme ça, avec beaucoup de patience et qui sont ensuite, dont l'écorce est recrachée au sol, on le voit pas si on n'y est pas allé. Il y a ça. Et il y a un autre détail qui était les nœuds de fils électriques dans le ciel. Ça aussi, c'est un truc, ça demeure aujourd'hui encore. Vous avez des nuées de fils électriques. Enfin, voilà, on ne peut pas ne pas le remarquer quand on y est. Et ça, ce sont quand même de détails qu'on ne trouve pas dans les livres. On ne peut pas les mettre juste parce qu'on a lu plein de livres d'histoire sur la Chine, vous voyez. Donc, le mystère demeure à propos de ça. J'avais aussi noté une citation que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle résume absolument ce livre, La condition humaine. En fait, c'est une citation de Raymond Aron, qui était un ami de Malraux, qui était lui-même un penseur, un philosophe. Et il dit de son ami, donc il dit de Malraux, un tiers génial, un tiers faux, un tiers incompréhensible. Donc, pour lui, Malraux, voilà, il est un tiers génial, un tiers faux à cause de sa mythomanie, et un tiers incompréhensible. Et je trouve que ça résume parfaitement la condition humaine. Voilà. C'est vrai que c'est pas un livre facile, mais il y a des choses intéressantes. Alors, je voulais aussi réagir, Claire-Élise dit « Pourtant, il a reçu le Goncourt ». Bon, sachez que le fait d'avoir reçu le Goncourt n'est pas forcément un gage de qualité, moi j'ai envie de dire. Il y a des très bons Goncourt, il y en a d'autres qui sont nettement moins bons. Voilà, on sait que tout ce qui est prix littéraire, il y a aussi beaucoup de politique derrière, c'est beaucoup d'entre-soi, donc c'est pas forcément un critère pour juger de la qualité de l'œuvre. Mais effectivement, ce livre-là, c'est le Goncourt de 1933. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, tout ce qui a été dit, c'est un livre qui est très sombre. Moi, comme Fabienne, plus c'est sombre, plus j'aime. Voilà. Ça nous ramène à notre condition humaine, pour cette raison-là. C'est vrai, les phrases à rallonge, comme vous, moi, il y a certaines phrases que j'ai dû relire. D'ailleurs, j'ai sélectionné un passage, si on a le temps, que je vous lirai. Voilà, je rejoins Martine Line sur la richesse de la langue et le fait qu'effectivement, nous n'avons plus l'habitude parce que notre exigence est sans cesse revue à la baisse. C'est un fait, c'est sociétal, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Donc c'est pas mal, je trouve, du coup, de temps en temps, de replonger comme ça dans des lectures qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui nous tirent vers le haut, et de s'accrocher. Voilà. Ceci étant dit, pour le prochain club de lecture, j'ai choisi quelque chose de plus facile, pour avoir une petite respiration aussi. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, il nous reste pas mal de temps. Si vous voulez réagir, la parole est à vous à nouveau. Oui, Martine Line. Il m'a semblé aussi que dans cette recherche de la condition humaine, il y a quelque chose qui peut venir adoucir cette condition, c'est l'art. L'art qui est une authentique démarche pour assumer sa condition humaine. Et on le voit aussi à la fin avec Gisors, chez qui on le voit avec Gisors, qui vit chez Kama et apporte la preuve que la solution pour lui, c'est l'art. Et l'art, on n'en a pas vraiment parlé, quoi. Parce qu'on a parlé de l'amour, première voie de salut, de la révolution, qui est une autre réponse.
pour l'être humain, et puis l'art qui transcende aussi la condition humaine. Voilà. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Et quand on sait que Malraux était effectivement un homme d'art également, hein, voilà, et effectivement, c'est tout à fait logique. C'est vrai que ce thème-là est peut-être juste effleuré, mais certainement que Gisors, dans ce cadre-là, se fait le porte-voix de Malraux, quand il dit que l'art est une solution, oui. Ok, d'autres interventions? Isabelle, oui. Oui. En fait, en vous écoutant, oui, tout à l'heure, moi, je me disais, finalement, toute la partie centrale, qui est quand même vraiment assez lourde, je trouve, finalement, c'est parce que c'est très intellectuel, je trouve. Et ce qui manque, justement, c'est un peu de densité humaine. On attend que ça, on attend que ça. On a des héros dans des combats avec des. Ils croient à certaines choses, mais il manque de la densité humaine. Voilà, moi je trouve que c'est ce qui m'a manqué. C'est ce que j'attendais tout le temps et ça restait. Oui, alors effectivement, c'est peut-être lié au fait que, en lien avec le fait que ça n'est pas un romancier, c'est vraiment un philosophe, enfin quelqu'un qui. Et voilà, moi c'est cette densité-là qui m'a manqué, je pense. Et que j'attendais tout le temps et que je continue à lire pour jusqu'à cette fin, voilà. Oui. Oui. Il y a une densité, mais elle est effectivement intellectuelle, très métaphysique. Et c'est vrai qu'on arrive quand même à retirer des petites choses comme ça, mais il faut s'accrocher, faut s'accrocher dans ce corps, comme dit Isabelle, là, du livre. Voilà. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que je ne trouvais pas du tout crédible, en fait, que justement ces considérations métaphysiques appartiennent à ces personnages-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas entièrement, en fait. Est-ce que c'est parce que les personnages n'ont pas été suffisamment caractérisés en ce sens? Quand on prend en compte le contexte, j'ai du mal à être convaincue, en fait, que ces révolutionnaires-là, peut-être Kyo, à l'exception de Kyo, parce que c'est le fils de Gisors. J'y croyais plus, mais pour les autres, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Oui, j'ai ressenti ça aussi. Et du coup, ça sonne un peu faux, ce type de conversation ou de réflexion à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est vrai. Moi aussi, Oui. j'ai ressenti ça. On imagine bien qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'autant de mots pour se dire les choses. Pas à ces moments-là, en tout cas, voilà. Oui. D'autres commentaires, partages? En tout cas, moi, je suis soulagée que je ne suis pas la seule qui trouvait ça difficile. Parce que c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, bon, ok, c'est parce que j'ai ma vie un petit peu très occupée ces temps, j'arrive pas à rentrer vraiment dedans. Donc, j'essayais de m'accrocher par moments, puis par d'autres moments, je me disais, bon, ce passage, comme disait Karine, c'est pas grave si je comprends pas, je continue, je passe un peu, voilà. Mais je me suis dit, vivement, je me réjouissais de ce soir pour que vous m'expliquiez un peu. Et en fait, voilà, ça me réconcilie avec moi-même finalement. Je me dis, bon. Mais c'est effectivement bizarre qu'il y a 40 ans, ça paraissait plus facile. C'est quand même bizarre. Oui, c'est très étrange. Je vais continuer à réfléchir à cette question. Parce que j'avais quand même un prof, on avait notre prof qui était mon prof de français et de philosophie d'ailleurs, qui nous expliquait, d'ailleurs dans mon bouquin, il y a plein d'annotations. Et que je ne comprends pas toutes. D'ailleurs, déjà, j'arrive pas à me relire par moment. Mais on avait moi, j'avais quand même des explications du prof au fur et à mesure. Donc, peut-être que ça nous aidait aussi. Ah oui, donc tu as gardé ton exemplaire de l'époque. Ah, génial. Ouais. D'accord.
Moi, j'ai le souvenir que, comme je vous le disais, on a dû lire toute l'œuvre de Malraux et que sans doute, en fait, parmi tous les livres, j'avais trouvé la condition humaine le plus abordable. L'espoir qu'il porte sur la guerre en Espagne, j'étais larguée de chez larguée, donc c'est dire. Ou peut-être, c'est étonnant. Il faudrait que je le relise et peut-être qu'en fait, là, je rentrerai dedans plus facilement. À contrario de la condition humaine qui m'avait semblé très facile d'accès et qui ne l'est plus maintenant, 30 ans plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme phénomène. Ça devrait être le contraire, en fait. Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut quand même dire que les profs ont raison de nous faire lire à cet âge-là des œuvres majeures de la littérature, même si on ne comprend pas tout, parce il en reste quand même quelque chose. Et donc, je trouve que c'est important et je trouve ça dramatique qu'on le fasse plus ou quasiment plus ou trop peu. Parce que même si c'est difficile, même si voilà, les élèves soufflent, chez certains en tout cas, il y a quelque chose qui va rester. On ne sait pas trop quoi du coup maintenant, hein, quand on relit, on se dit bah mince, mais voilà. Oui. À réfléchir, essayer de comprendre. On aimerait pouvoir remonter le temps pour savoir retourner dans l'état d'esprit de l'époque. Malheureusement, on ne peut pas. Moi, j'avais noté aussi, dans toutes mes lectures, j'étais tombée sur un article qui parlait de ce livre-là et qui citait Saint-Exupéry, si j'arrive à retrouver. Voilà. Saint-Exupéry qui dit, à propos, qui a été un contemporain de Malraux, et donc à propos de la condition humaine, il dit « Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture ». Tout est dit. Et or, quand on pense à ce que sont nos démocraties aujourd'hui, on peut sérieusement se remettre en question. Voilà, le mot de la fin. J'ai choisi pour le mois à venir un roman noir. Je me suis dit que ça nous changerait. Voilà, un roman policier. On n'en a pas lu jusqu'ici. C'est pas tellement ma tasse de thé habituellement, mais je trouve ça bien, voilà, de varier les plaisirs. Mais on reste quand même dans les classiques. Et donc j'ai choisi Raymond Chandler, Le Grand Sommeil. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Non. Oui. Ah. Oui. Très bien. Il y a longtemps, c'est pareil, un peu de jeunesse. Ça va être intéressant ouais. de comparer. Donc, Le Grand Sommeil de Raymond Chandler. Je crois qu'il n'est pas encore tombé dans le domaine public. À vérifier. En tout cas, c'est pareil, c'est un classique. Vous devriez le trouver facilement dans une bibliothèque ou en poche. C'est un pilier du roman noir, donc ce serait intéressant aussi de le lire sous cet angle-là. C'est le premier roman de Raymond Chandler. Voilà, il y a une adaptation cinématographique aussi, il me semble. C'est un roman qui n'est pas très long. Donc, logiquement, si vous commencez là rapidement, vous devriez avoir fini en 4 semaines. Ok. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres, avant qu'on se quitte, un dernier commentaire Oui, Fabienne? Moi, j'ai repensé là à l'instant à un livre que j'avais lu quand j'étais en Chine, si certains sont intéressés, qui est du coup sur Shanghai aussi, mais qui est beaucoup plus abordable à lire. J'allais dire léger, il n'est pas léger, mais c'est Shanghai la Juive, je ne sais pas si tu l'as lu. Et j'avais beaucoup aimé celui-là, donc si vous avez envie, c'est complètement différent, mais sur Shanghai, c'est un joli livre. Voilà. Oui. Ouais, sur le Shanghai de cette époque-là, oui. Donc les années 20. Après, mais oui. Oui. Ok. Nolwenn, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Oui. Il y avait 2 choses que j'avais oublié de dire. C'était à propos de cette première scène qui est remarquable.
j'ai noté qu'à partir du moment où Chen commet le meurtre, ou même pendant qu'il pense à l'acte qu'il va commettre, on a l'impression qu'il a déjà basculé dans ce qu'il appelle le monde du meurtre. Et je me demande si, quelque part, il n'échappe pas déjà à l'humanité à partir de ce moment-là, et ce serait la raison pour laquelle il ne peut plus penser qu'à la mort, finalement, à continuer à tuer. Et à propos de la dernière scène, alors sans trop en dire, puisque certaines d'entre vous n'ont pas encore fini le livre, je me suis demandé si le geste que reproduit l'un des personnages est un hommage à l'autre personnage et une façon quelque part de poursuivre l'existence de ce personnage qui meurt à la fin du livre. Oui, je ne suis pas sûre de savoir exactement à quoi tu fais référence, du coup. Sans spoiler la fin. Voilà. Voilà, comment dire, c'est un geste que reproduit l'un des personnages sur la compagne d'un autre personnage. Oui, d'accord. Ça devient de plus en plus énigmatique. Quand il saisit le visage du personnage, voilà, pour l'embrasser. Oui. Et donc, quelle était ta remarque? Oui. Je me suis demandé si c'était une façon pour lui simplement de refaire vivre un peu ce personnage auquel il est fortement lié. Moi, je me suis même demandé comment il sait que c'est un geste qui est produit habituellement. Là, on parle par code, là. Voilà. Est-ce qu'il le sait lui-même? Ou alors c'est quelque chose qui a été transmis, comme dans le bouquin, on parle quand même à plusieurs reprises de l'importance de la transmission. Peut-être une métaphore, je ne sais pas. Ah oui, moi j'avais noté un passage que je voulais vous lire, qui appartient à la fin, mais qui ne va pas vous spoiler l'histoire pour autant. Et je trouve qu'il est assez représentatif justement d'écriture de Malraux, en ce sens que, franchement, il faut s'accrocher. Voilà, il faut même relire, parce que certaines phrases, on se dit, je suis perdu dans la syntaxe, mais quand on le lit vraiment posément, il y a quand même quelque chose, effectivement, de très fort, très universel, très humain. Donc, je vais essayer de vous le lire du mieux que je peux. Les hommes, perdus dans le lointain vacarme de leur soc, lui semblaient tous fous, séparés de l'univers, dont le cœur battant quelque part là-haut dans la lumière palpitante les prenait et les rejetait à la solitude, comme les grains d'une moisson inconnue. Légers, très élevés, les nuages passaient au-dessus des pins sombres et se résorbaient peu à peu dans le ciel. Et il lui sembla qu'un de leur groupe, celui-là précisément, exprimait les hommes qu'il avait connus ou aimés et qui étaient morts. L'humanité était épaisse et lourde, lourde de chair, de sang, de souffrance, éternellement collée à elle-même comme tout ce qui meurt. Mais même le sang, même la chair, même la douleur, même la mort se résorbait là-haut dans la lumière comme la musique dans la nuit silencieuse. Donc c'est laborieux, hein. D'ailleurs ça s'entend à ma lecture, mais franchement c'est remarquable d'écriture là. Hein, c'est remarquable d'écriture. C'est pas quelque chose qu'on lit comme ça vite fait, mal fait dans le métro, mais c'est ce genre de littérature qui nous élève et à laquelle on revient, hein, même si on se dit là, sur le moment, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais je sens qu'il y a quelque chose d'essentiel et j'ai envie de le relire plus tard, hein, parce que je pense que ça va faire écho tôt ou tard. Voilà. Bien.
Merci à toutes les 6 d'avoir été présentes pour ce club de lecture. Donc, j'espère que vous allez apprécier la lecture de Chandler, la relecture pour certaines. Merci. Et on se retrouvera donc le premier jeudi du mois d'octobre. Je crois que ça nous amène au 5 octobre. Ouais. Ok. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À toutes. Plein de Au bonnes revoir. lectures et à Au bientôt. revoir tout le monde. À bientôt. bientôt. Au revoir.